Bon, allez, installez-vous. Hein. Bonjour, bienvenue au Premiere. Je voudrais tester avec vous le son, m'assurer que le son il est bon. Est-ce que ceux qui sont connectés peuvent me dire si le son est bon ou pas? Vous pouvez répondre en commentaire, s'il vous plaît. En commentaire. Alors tout à l'heure, je vais commencer je vais essayer de répondre à des questions, à deux questions qui ont été posées par la suite, ou alors ça va être posé pendant le direct de la dernière fois, mais je n'avais pas fait attention. Je vais répondre et puis on va aborder le sujet du jour. Ok, merci. Bonsoir. Becoin, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous percevez? Vous entendez bien? Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut me rassurer que le son, que vous entendez parfaitement? Dans une minute, je vais répondre, comme je l'ai dit, à deux questions qui m'ont été posées. Et puis on va commencer le live. On va aborder le sujet du jour. Alors, je ne vois pas les commentaires pour me dire si le son est bon. Ah, 5 sur 5. Ok, parfait. Voilà, donc, on va commencer. Le son est bon. À Kisangani, à RD Congo. Ok, parfait. Si le son est bon à Kisangani, c'est qu'il est bon un peu partout. Voilà, donc, bonjour à tous et puis bienvenue à ce live. Aujourd'hui, on va aborder une question essentielle. C'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations cibles de votre projet s'approprient le projet, que ce soit à la limite leur affaire. Voilà, que ce ne soit pas seulement l'affaire de l'unité de coordination ou bien de l'entreprise ou bien l'affaire seulement du bailleur, du gouvernement, mais que la population pour laquelle le projet a été conçu et pour laquelle le projet est exécuté, que cette population s'approprie, n'est-ce pas, le projet, et puis se reconnaisse dans le projet et surtout utilise, on va dire, les produits du projet comme il était prévu. D'accord? Ok, bienvenue à notre ami de Yaoundé. Donc avant d'aborder cette question liée à la nécessité, n'est-ce pas, pour la population de s'approprier et surtout comment procéder, je vais répondre à une question de M. Chalana Akpadeji. Donc il a posé une question qui porte, d'ailleurs les deux questions auxquelles je vais répondre portent sur les ONG. Donc il demande est-ce que les membres du conseil d'administration d'une ONG nouvellement installée et qui n'a pas encore bénéficié d'un financement peuvent élaborer le manuel de procédure administrative comptable et financière. Donc est-ce qu'une ONG qui n'a pas de financement, qu'elle soit nouvelle ou pas d'ailleurs, est-ce que cette ONG-là doit élaborer un manuel de procédure administrative comptable et financière? Déjà, il faut comprendre que le manuel, c'est le document qui permet de fixer les règles, d'expliquer les règles. Si on veut acheter ceci, comment on procède? Qui doit faire quoi? Avec quel support? Si on doit faire des dépenses, qui doit faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de manuel de procédure. Donc, comment on procède pour poser des actes administratifs, des actes de gestion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au regard, n'est-ce pas, de cette définition-là, je dirais que n'importe quelle structure, une ONG qui vient d'être créée, en tout cas, si elle a envie d'aller loin, et si un jour elle veut bénéficier des financements bailleurs, si elle veut donner de la crédibilité, n'est-ce pas, si elle veut avoir une bonne image, ben, il faut avoir un manuel de procédure. Il faut se fixer des règles, n'est-ce pas? Et ce sont ces règles-là qu'on met dans un document. Donc, ça vous permet vous-même de bien gérer, n'est-ce pas, votre ONG. N'oubliez pas que c'est une organisation non gouvernementale. Donc, à la limite, qui n'est pas à la recherche des profits. Même si on sait que les frais de gestion, très souvent, permettent donc aux uns aux autres, n'est-ce pas, de se rémunérer d'une façon ou d'une autre. Mais, toujours est-il que vous devez, n'est-ce pas, établir des règles de gestion
qui vont régir donc le fonctionnement de vos structures. Et puis, bien entendu, ça va mettre en confiance les autres personnes morales, eux-mêmes physiques, qui voudront s'associer à vous pour financer un projet. Que ce soit une banque, que ce soit une fondation, que ce soit un bailleur institutionnel, les gens vont toujours vous demander est-ce que vous avez un manuel de procédure. Si vous avez un manuel de procédure, c'est la preuve que, ok, vous avez quand même au moins un document qui explique un peu comment vous fonctionnez. Mais si vous n'avez pas de manuel de procédure, à la limite, ça veut dire que bon, voilà quoi, c'est la jungle et tout. Donc, pour répondre à M. Chalana, même si vous n'avez pas de financement bailleur, dès que vous créez votre ONG, ou alors si vous l'avez depuis des années, il faut toujours élaborer un manuel de procédure. Bien sûr, on ne va pas vous demander d'avoir des règles comme c'est le cas sur les unités de coordination des projets, où vous avez des professionnels de haut niveau. Mais il faut qu'il y ait des règles en matière de dépenses, en matière d'acquisition, en matière de recrutement, d'accord, en matière de gestion du personnel, en matière de licenciement. Voilà, c'est tout ça qu'il faut vraiment mettre sur papier et donc pour faire votre manuel de procédure. Donc j'espère que la réponse est claire pour M. Chalana et bien sûr pour ceux qui sont concernés par la question des ONG. M. Roméo Ngouran, je pense que ça passe sur les ONG aussi, demande si un président d'ONG peut se présenter comme coordonnateur de projet de suivi et évaluation. Bon, j'avoue que je n'ai pas bien compris sa question. J'ai compris ça de deux manières. Donc je vais répondre je vais répondre selon les deux manières que j'ai compris. La première manière pour moi de comprendre, c'est de dire est-ce qu'un président d'ONG peut être lui-même coordonnateur de projet s'ils ont un projet qui reçoit un financement. Donc je vais répondre sur cet angle. Le deuxième angle, c'est de dire est-ce que quelqu'un qui est président d'ONG quelque part peut postuler pour être coordonnateur d'un projet, par exemple financé par un bailleur, voilà. Donc je réponds selon ma première compréhension, avant d'en revenir donc à la deuxième compréhension. Selon la première compréhension, est-ce que le président d'ONG, dans la même ONG, peut aussi être le coordonnateur du projet? Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi un peu la formation sur la préparation du projet, tout est à discuter, à négocier pendant la préparation du projet. Ce n'est pas pendant l'exécution du projet, mais c'est pendant la préparation, surtout quand ça doit être financé par une entité tierce, c'est pendant la préparation du projet qu'on dit, ok, le président de l'ONG sera le coordonnateur du projet, ou bien sera le directeur du projet, et on va prendre un chef de projet qui sera à l'opération. N'oublions pas qu'un projet, c'est un travail à plein temps. D'accord? C'est un travail à plein temps. Ce n'est pas un travail où on fait réunion une fois par mois. Non. Voilà. C'est le comité de pilotage, à la limite, peut se réunir une fois par mois ou une fois par trimestre. Mais quand on est dans la gestion opérationnelle, c'est un travail de tous les jours. Donc, si vous avez une ONG où vous estimez que le président peut avoir le temps d'être là tous les jours et puis gérer le projet, encore une fois, c'est pendant la préparation du projet, avec le bailleur, qu'il faut discuter de cela. Mais ce n'est pas pendant l'exécution, au moment où toutes les règles ont été déjà définies. Ok? Maintenant, mon avis personnel, je pense que le président de l'ONG devait rester dans une posture en tant que président du conseil d'administration, donc s'assurer de la supervision stratégique du projet. Et puis à la limite désigner quelqu'un d'autre, un membre de l'ONG, si tant est que vous avez en interne des gens qui ont cette compétence, ou alors recruter quelqu'un, ok, pour que cette personne-là soit chef de projet, donc est dans l'opérationnel, et puis maintenant qu'il rend compte, si vous voulez, de façon périodique, soit mensuellement, soit trimestriellement, au conseil d'administration qui est présidé par le président du conseil, le président du conseil d'administration qui est présidé donc par le président de l'ONG. Dans ce cas, vous avez la latitude de donner les orientations, de valider les plans de travail, de valider les indicateurs et puis de valider les rapports. Mais si c'est le président lui-même qui est dans l'opérationnel, mais qui au-dessus de lui va dire c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Ok? Mais encore une fois, si vous avez une ONG, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc, selon ma deuxième compréhension, est-ce que quand quelqu'un est président d'ONG, ça lui donne la latitude, les compétences, est-ce qu'il remplit les critères pour être coordonnateur de projet ou bien pour être spécialiste sur l'évaluation? Encore une fois, quand on recrute les coordonnateurs de projet, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé ou même la société civile, ou même un spécialiste en suivi et évaluation, les critères sont clairs.
On te dit par exemple avoir un diplôme de tel niveau, avoir tel nombre d'années d'expérience professionnelle, dont X années dans la coordination des projets, et que quelquefois on précise une expérience dans tel organisme serait un atout. Mais si quelqu'un a été président d'ONG et que soit avant d'être président d'ONG ou alors pendant qu'il est président d'ONG, il remplit ces critères, ben, il vient postuler. Mais ce n'est pas parce que tu es président d'ONG, ça te donne déjà la qualité, les critères pour remplir les critères. Non, c'est pas ça. Donc, en tout état de cause, il faut toujours voir quels sont les critères qui sont énumérés, quels sont les profils, quel est le profil qui est recherché, et puis quel que soit le poste que vous occupez, si vous remplissez ce profil et que le poste vous intéresse, ben vous venez postuler. Voilà. Voilà, donc ceci étant, on va aborder la question du jour, le point du jour. Je voudrais simplement rappeler que le live d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de lives qu'on a entamé depuis quelques jours, qui est vu, que j'ai appelé en fait un programme d'approfondissement. Parce que depuis presque 2 mois maintenant, j'ai commencé donc des lives de formation, de présentation, et ayant, n'est-ce pas, pris conscience du besoin d'approfondissement de plusieurs participants, donc j'ai proposé ce programme d'approfondissement qui comprend 6 lives de direct comme ça, et puis un webinaire. Le webinaire au cours duquel donc ça va être surtout sur présentation PowerPoint. Donc je vais partager mon écran pour entrer, n'est-ce pas, dans certains détails. Donc on a déjà vu 3 lives par rapport à ce programme. Sinon, si c'est depuis le début, bon, je ne sais pas, je pense qu'on peut atteindre la cinquantaine de lives maintenant. Mais par rapport à ce programme, on a déjà vu 3 lives. Dans le premier direct, je vous ai parlé des généralités sur le projet. Dans le deuxième, on a vu la démarche en 4 étapes pour amener les cadres de l'administration publique à traiter vos dossiers avec diligence. Quand il dit vos dossiers, c'est-à-dire vous en tant qu'unité de coordination des projets ayant reçu un financement bailleur, et vous vous trouvez dans une situation où il y a plusieurs actions, plusieurs documents qui doivent être élaborés, pas par votre équipe de gestion, pas par votre équipe de projet, mais par des directions qui ne dépendent pas, n'est-ce pas, de vous, qui ne sont pas sous votre autorité. Donc, on a abordé ces questions-là. Et puis, on a vu aussi les 2 postures que vous devez avoir pour être en harmonie avec votre supérieur hiérarchique. Je vous ai expliqué donc dans ce live 3 qui parlait de ce point-là, je vous ai expliqué que quelquefois, tout à l'heure, je parlais du président d'ONG. Donc, un président d'ONG qui, à la limite, est le président du conseil d'administration, qui a recruté un chef de projet qui doit être dans l'opérationnel, mais si le président du conseil d'administration veut s'ingérer, veut s'immiscer dans l'opérationnel, ça crée forcément un problème. Donc, dans ce live, j'ai expliqué qu'il y a 2 postures à avoir pour être en harmonie avec vos supérieurs hiérarchiques, parce que c'est votre supérieur hiérarchique, il doit vous noter, mais en même temps, il faut qu'il vous laisse faire votre travail pour avoir les résultats, n'est-ce pas? Pour ne pas que le niveau stratégique, n'est-ce pas, se mélange avec le niveau opérationnel. Donc, on a vu cette 3 lives, et aujourd'hui, dans le live que nous sommes en train de voir maintenant, on va voir les 3 étapes faciles à suivre pour transformer vos populations cibles en ambassadeurs de votre projet. Pour couronner tout ça, parce qu'après ce 4e live, il y aura un 5e qui va porter, je crois, sur les bailleurs, un 6e sur l'équipe projet, et puis pour couronner tout ça, on aura donc le webinaire. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez simplement voir en commentaire, et même au-dessus, il y a un lien qui vous permet donc de demander votre accès au groupe. J'ai créé un groupe privé sur Facebook pour qu'on fasse donc le webinaire là-bas. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, ici, nous sommes en pleine rue en fait. Nous sommes en pleine rue, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Par contre, le groupe privé, ce serait un peu comme si on était dans une salle. Voilà, on sait ceux qui arrivent, on sait. Voilà, on sait exactement. Et puis, ça me permettra bien sûr de partager mon écran et on va entrer dans des aspects que je n'aborde pas forcément ici, n'est-ce pas, en pleine rue. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Pour ceux qui cela intéresse, j'ai précisé que c'est vraiment ceux qui sont intéressés par la préparation et la gestion des projets. Voilà. Ce n'est pas la peine de venir perdre votre temps, votre énergie à m'écouter si le domaine ne vous intéresse pas. Donc, si ça vous intéresse, allez-y vous inscrire dans le groupe privé. Je vous suggère d'attendre la fin. Sinon, certainement, quand vous allez cliquer, ça va vous enlever ici. Très souvent, ça arrive, dès que je le dis, les gens cliquent et puis du coup, ça les enlève du live. Donc, vous laissez coller ici, scotché.
Et puis après le live, vous avez toujours la vidéo, il y a le lien en haut. Et il y a le lien même qui est en commentaire. Nanda vient de mettre donc le lien en commentaire. Ok? Alors, donc, je reviens sur l'objet, le sujet de ce jour, qui est comment transformer vos populations cibles en ambassadeurs de votre projet. L'objectif, c'est que les gens s'approprient votre projet. D'accord? Donc, je fais un rappel simplement pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. Alors, en termes de rappel, il faut comprendre qu'un projet ou un programme de développement, l'objectif final, c'est-à-dire ça vise à améliorer toujours les conditions de vie des populations. Toujours. En faisant quoi? En leur fournissant des prestations ou infrastructures dont les coûts de réalisation sont supportés par le budget de l'État et ou par des dons ou prêts octroyés donc par les donateurs ou des prêteurs. Ok? Ça, à la limite, pour ceux qui me suivent depuis, ça c'est clair dans leur esprit. Alors, ces donateurs-là peuvent être des institutions de financement, du développement, donc les organisations internationales, ou alors des bilatéraux, c'est-à-dire des pays étrangers. Ok? Alors, de ma compréhension, en réalité, le vrai client d'un projet de développement, c'est la population cible. Si vous avez bien suivi, le but final du projet, c'est de fournir des prestations ou des infrastructures pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, en bref, les vrais clients, les vrais patrons d'un projet de développement, c'est la population cible. Parce que c'est cette population-là qui est visée comme étant bénéficiaire et c'est cette population qui va utiliser, n'est-ce pas, les réalisations et les prestations du projet. Et donc, c'est elle qui peut attester de la qualité des réalisations du projet, puisque c'est elle qui utilise le produit, n'est-ce pas, qui est issu de l'exécution du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Après, tout à l'heure, je vais essayer de répondre. Donc, j'estime que s'il y a des personnes qu'on peut estimer qualifiées pour parler de la réussite ou de l'échec d'un projet, à mon avis, ce sont les bénéficiaires. C'est vrai qu'il y a toute la hiérarchie, les ministres, le bailleur, tout le monde, mais c'est celui qui va consommer, n'est-ce pas, le produit, qui peut dire si le produit est bon ou pas. Ok? C'est pas, je veux dire, au sein d'une entreprise, c'est pas le DG, c'est vrai, il y a tout ce monde, mais c'est le consommateur qui va te dire si le produit est bon ou pas. C'est la même chose pour les projets de développement. C'est le bénéficiaire, la population cible, qui en réalité peut attester de la qualité des prestations et puis du bienfait, n'est-ce pas, que se procurent les produits du projet. Donc, en principe, à la fin de l'exécution d'un projet, les populations bénéficiaires, bien sûr, devraient être contentes de la réalisation du projet. Et puis, tellement contentes du projet qu'elles devraient faire bon usage, n'est-ce pas, soit des infrastructures, soit des prestations. Et puis, elles devraient être capables de témoigner en faveur du projet et même faire un plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des bailleurs, pour qu'il y ait un financement additionnel. Parce que ces populations-là seraient contentes, n'est-ce pas, des fruits, des produits du projet. Ça, c'est le principe. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il est arrivé que des populations pour qui des centres de santé ont été construits, et bien équipés d'ailleurs, que ces populations refusent d'y aller se faire soigner. Parce que, selon ces populations-là, le centre a été bâti sur un site qui ne convient pas aux us et coutumes. Ça ne convient pas aux traditions des habitants du village. J'ai vécu ça personnellement à l'ouest. J'ai vu ça sur un des projets qu'on gérait. Le centre est construit, c'est équipé, mais les gens disent qu'ils ne vont pas. Parce que ça ne convient pas aux us et coutumes. Et donc, quand on a bien creusé, ça c'est la petite anecdote, en fait, pour aller à l'hôpital, enfin pour quitter le village, pour aller au centre de santé, il y a quelque part le cimetière. Donc, chez eux, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, le centre de santé est là, mais bon, les gens ne l'utilisent pas, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et ce type d'exemple, il y en a plusieurs dans plusieurs pays. OK? Donc, ça sont des cas concrets qui arrivent. Il y a, sur plusieurs projets, dans plusieurs pays, souvent, il y a des classes qui sont construites,
à grands frais d'ailleurs, et ces constructions-là, ces places restent inoccupées. Les parents ne scolarisent pas les enfants là-bas. Pourquoi? Parce que les populations d'un village X boycottent l'école qui a été construite trop près d'un autre village Y. Vous comprenez? Donc, certainement seulement à 1 kilomètre. Mais ceux du village X, ils disent qu'ils ne vont pas au village Y. Souvent, vous savez pourquoi? Il arrive des cas où on dit simplement que, en réalité, les vrais propriétaires terriens, c'est ceux du village X. Pourquoi on a construit dans le village Y? Rien que pour ça, bon, les gens, ils boycottent. L'école est là, les murs sont là, c'est équipé, il faut les personnes affectées, mais bon, les gens ne vont pas y aller. On serait tenté, n'est-ce pas, d'accuser les populations, n'est-ce pas, d'une certaine inconscience. Mais souvent, cela peut s'expliquer aussi par la faible consultation des populations au moment de la préparation du projet. Ou du manque, ou de la faiblesse de la communication à leur endroit. C'est-à-dire, si on les avait consultés, je prends le cas du centre de santé, si on les avait consultés, ils auraient dit non, il ne faut pas construire ici, parce que quelquefois on envoie des techniciens, donc ils vont voir un peu l'inclinaison, ils ont les éléments techniques pour dire, ok, on doit placer, par exemple, le centre de santé à ce niveau. Ok? C'est disant que forcément la population va apprécier. Mais c'est quand on finit de construire, la population dit, ben non, on ne va pas là-bas. Pourquoi? Parce que, bon, quelquefois les gens ont leur raison. Donc souvent, ça s'explique par le fait que les populations n'ont pas été consultées, et pas même au niveau local, n'ont pas été consultées au moment de la désignation, par exemple, du site, n'ont pas été consultées au moment de la préparation du site, ou alors il n'y a pas eu suffisamment de communication. Et quelquefois, pendant l'exécution du projet, c'est très souvent qu'il y a des personnes, pour que le projet a été conçu, ne sachent rien même du projet. Il y a beaucoup de projets comme ça, bon, les populations ne savent pas. Voilà. On ne sait pas, on voit dans la ville, on voit qu'ils sont en train de construire des choses, ou bien ils sont en train de faire des travaux, mais bon, ceux pour qui on le fait, n'est-ce pas, qui vont l'utiliser, quelquefois les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, même pendant l'exécution des différents projets. Alors, pour certains projets, en dehors du gouvernement, du bailleur de fonds et des BCP, et bien sûr des entreprises attributaires des marchés, quelquefois, le reste de la population ignore même l'existence du projet, jusqu'à ce que le projet même s'achève. Pourtant, quelquefois, le projet est supposé avoir été élaboré, pas quelquefois, en principe, le projet est élaboré, n'est-ce pas, pour améliorer la vie des populations. Mais comme par manque de communication, ou bien par manque, n'est-ce pas, d'implication de la population cible, ce sont seulement les décideurs qui sont informés, donc que ce soit au niveau local, enfin au niveau national, que les partenaires, eux, sont informés, quelquefois le projet il est très très bon, mais bon, la population ne sait pas. Heureusement, ce n'est pas le cas, bien sûr, pour la majorité des projets. Donc, je suis en train de présenter un schéma pour vous dire, ce sont des cas qui arrivent, et vous le savez très bien, mais heureusement, ce cas-là, c'est pas ça que les gens, ce n'est pas le cas de la majorité en tout cas des projets. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que il y a des projets qui communiquent. Donc, parmi les projets qui communiquent à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, aujourd'hui même sur les réseaux sociaux, nombreux sont ces projets-là qui n'informent la population que sur des intentions ou sur le processus. C'est-à-dire, on signe une convention, donc on va communiquer là-dessus, on fait ceci. Ça, c'est bon à un moment donné. Mais à un moment donné aussi de la vie du projet, on doit communiquer sur les résultats concrets. Parce que la population attend, ce ne sont pas les intentions, ce n'est pas le processus, n'est-ce pas? Ce sont les résultats concrets. Ok? Donc, cela donne l'impression que la communication vise simplement à faire la promotion, on va dire, des acteurs. Ok, le coordonnateur a signé aujourd'hui un projet, une convention avec telle structure, le coordonnateur a fait ci, le coordonnateur a fait... Ça, c'est bon, mais ça doit rester assez limite, sinon ça donne l'impression, n'est-ce pas, que la communication, c'est vraiment pour faire la promotion du coordonnateur, alors que le projet n'est pas là pour faire la promotion du coordonnateur. Et donc, au final, les populations se désintéressent du projet, parce qu'elles ont le sentiment que, bon, les problèmes ne sont pas abordés, n'est-ce pas, avec eux. Et le résultat de cette débauche aussi d'énergie, c'est que seuls les prestataires
parlent bien du projet. Hein, les entreprises, le bailleur, les lignes de tutelle parlent bien du projet, mais les vrais bénéficiaires, que sont les populations là, ces populations cibles, continuent de se poser des questions au point où elles ne voient, parce qu'elles ne voient pas finalement l'utilité du projet, puisqu'elles ne voient pas de résultats concrets. Okay? Alors que des résultats existent, hein, ça existe, mais ce qu'ils sont en train de dire, comme les populations ne sont pas impliquées suffisamment, elles ne sont pas suffisamment informées, d'accord, donc ces résultats-là ne sont pas sûrs. Et donc se posent des questions sur l'utilité même du projet. C'est ainsi que plusieurs projets ont perdu vraiment toute crédibilité aux yeux des populations, bien sûr, alors que ces projets ont des très bons résultats. Très bons résultats, mais par manque de communication, par la faiblesse de la communication, il n'y a pas de crédibilité. Mais à l'opposé, vous avez d'autres projets qui ont moins réussi dans leurs prestations, dans leurs résultats, dans leurs réactions, mais leur communication est telle qu'elles ont meilleure presse aux yeux de la population. Ok? Et ce sont ces projets-là que le bailleur consulte. Parce que dans l'imaginaire, dans l'esprit des gens, c'est un projet à succès. Alors quelquefois, il y a un projet à côté, mais qui ne sait pas communiquer, qui n'a pas suffisamment impliqué la population, qui a de meilleurs résultats. Mais comme la population n'en parle pas, personne ne le sait, on va même consulter des structures quelquefois qui n'ont pas de meilleurs résultats, mais qui communiquent, qui savent communiquer. Pourquoi? Parce que ce sont les populations même qui parlent. N'est-ce pas? Quand on va voir les élus locaux, ce sont les élus locaux qui parlent du projet. Et donc ça intéresse toujours un gouvernement, ça intéresse toujours un bailleur. Ok? Donc c'est pour vous montrer un peu les deux cas de figure où vous avez des projets qui ont de très bons résultats, mais par manque d'implication de la population et par la faiblesse de la communication, on n'a pas ces projets n'ont pas bonne presse. Et à côté, vous avez des projets qui ont des résultats de moindre qualité, aussi bien en quantité, qualité, mais qui ont su impliquer, qui ont su emballer la population, qui savent communiquer, ok? Et donc du coup, on s'est dit, bon, c'est le meilleur projet. Et bien entendu, quand c'est comme ça, ce sont les populations même, comme je le dis, leur vie c'est de dire, la population doit, n'est-ce pas, défendre le projet, doit être ambassadrice, ok, du projet. Et ce sont les populations qui font maintenant le plaidoyer auprès du gouvernement et du bailleur pour dire, ce projet-là ne doit pas disparaître. Parce que ça nous fait du bien. Donc, il faut qu'on ait des financements additionnels. Ok? D'où la question qui se pose au niveau des gestionnaires, c'est de dire comment faire des populations cibles vos meilleurs communicants. Ça, c'est pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui veut une suite. Il y a beaucoup de gens qui ça ne les intéresse pas. Hein. Ce qui les intéresse, est-ce que le gouvernement est content? Est-ce que le bailleur est content? Voilà. La population, à la limite, ce n'est pas trop son truc. Mais moi je dis avec la petite expérience que j'ai, il est bon de contenter toutes les parties prenantes. Le gouvernement, les prestataires, le bailleur et surtout la population parce que le projet est là d'abord pour la population. Donc ça c'est une question récurrente qui vient, c'est de dire comment faire en sorte que la population cible du projet soit notre meilleur communicant. Donc qui défend, on va dire, le projet, qui défend l'unité de coordination. Et donc, ça, c'est une question essentielle et que je vais aborder au cours du webinaire et je vais bien sûr répondre à cette question-là, vous dire comment transformer vos populations cibles en ambassadeurs du projet. Déjà, pour vous mettre l'eau à la bouche, parce que je ne vais pas vous donner la solution ici, comme je l'ai dit, ça va se faire pendant le webinaire, j'ai voulu faire en 2 étapes, donc faire les introductions en live et puis maintenant les solutions, je donne au webinaire pour que le webinaire ne soit pas très long. Mais déjà, avant de venir aussi au webinaire, vous avez déjà des idées un peu des contextes et des éléments introductifs. Donc, les solutions que je vais vous proposer pendant le webinaire, sur cette question-là, je les ai classées en trois étapes. Donc, il y a des solutions au moment de la préparation du projet. Au moment où on prépare le projet, je vais vous dire ce que vous devez faire si vous voulez que votre population soit suffisamment impliquée, soit suffisamment informée. Et que ces populations-là deviennent vos ambassadeurs. L'autre étape, c'est au démarrage des activités du projet. Je vous expliquerai ce que vous devez faire au démarrage donc, des activités du projet. Et bien sûr, la 3e étape, c'est dès que les premiers résultats du terrain sont atteints. Vous comprenez? Dès que les premiers résultats du projet sont atteints, qu'est-ce que vous devez faire en termes d'implication de la population, en termes de communication, pour que
ces populations-là, encore une fois, s'approprient le projet, s'impliquent davantage et puis se reconnaissent en vous et deviennent donc vos ambassadeurs. Donc, quand vous allez appliquer ces différentes solutions que je vais vous dévoiler au webinaire, ce sont les populations elles-mêmes qui vont témoigner de la qualité des réalisations du projet et de leur satisfaction, bien sûr, des fruits, n'est-ce pas, de votre travail. Et ces populations vont devenir les meilleurs ambassadeurs de votre projet. Donc, si vous voulez savoir, je vous mets un peu l'eau à la bouche là. Si vous voulez savoir les secrets, ainsi aussi bien les secrets liés à la population, mais aussi ceux qui sont liés aux autres points qu'on a déjà vus, notamment les cadres de l'administration publique. On a vu quoi d'autre? Les cadres de l'administration publique. Aujourd'hui, c'est la population. Et puis, c'était quoi là déjà? Bon, on a vu les généralités. Et puis, le supérieur hiérarchique. Voilà. Bien sûr, après, on va voir le bailleur dans le prochain live. On va voir aussi les membres de l'équipe projet. Donc, si vous voulez savoir les secrets liés à tout ça, il faut simplement vous inscrire dans le groupe que j'ai créé. Le lien est au-dessus de la vidéo. Le lien est aussi dans le commentaire. OK? Donc, avant de répondre à vos questions, dans le prochain live, on va voir la démarche que je recommande pour avoir une relation professionnelle assainie avec votre bailleur de fonds. Vous allez voir que tout comme les cadres de l'administration publique sont incontournables dans le succès d'un projet, vous allez voir, bien sûr, que le bailleur, il intervient à plusieurs étapes. Il intervient à plusieurs étapes. Et vous devez faire en sorte d'avoir une relation professionnelle saine, ok, avec votre bailleur de fonds pour avancer, n'est-ce pas, en bonne intelligence avec votre bailleur, pour être sûr d'avoir vos résultats avec la qualité requise et dans le délai. Sinon, si vous avez un bailleur, c'est-à-dire votre titière, ou bien votre chargé de mission, chargé de projet, avec qui vous ne vous entendez pas, vous êtes cuit, vous êtes mort, c'est fini. Et j'ai toujours dit au coordonnateur, il ne faut jamais avoir le bailleur à dos. Sinon, tu ne peux jamais gagner contre ton bailleur. Moi, je n'ai jamais vu un coordonnateur gagner contre son bailleur, ce n'est pas possible. C'est vrai que ton ministre peut te couvrir, mais c'est pointant. C'est pointant. Parce que si le bailleur il n'est pas censé faire ton travail, c'est une question peut-être de jours, de mois, de semaines, mais bon, ils vont avoir ta peau. Donc, il faut faire en sorte d'avoir de très bonnes relations professionnelles. Pourquoi? Pour avoir de bons résultats. Ce n'est pas du copinage, c'est avoir de bons résultats. Donc, c'est ça qui est l'objectif. Donc, je vais vous expliquer dans le live de la semaine prochaine ce que vous devez faire pour avoir cette relation assainie avec vos bailleurs de fonds. D'ailleurs, que vous ayez un seul bailleur ou bien plusieurs bailleurs, donc multi-bailleurs, la démarche s'applique. Ok? Qu'il s'agisse d'un bailleur bilatéral ou multilatéral, la démarche s'applique à merveille pour bâtir donc une relation gagnant-gagnant, donc dans les deux sens, qui va faire accélérer donc la délivrance des autorisations préalables qui sont entendues du bailleur et qu'on appelle très souvent des ANDO, avis de non-objection. Donc il ne faut pas rater le prochain live, il ne faut pas aussi bien sûr rater le webinaire. Et donc pour ce faire, pour le webinaire, vous n'avez simplement qu'à vous inscrire dans le groupe, c'est gratuit, hein? Voilà. Et pour le prochain live, bien sûr, si vous êtes sur ma page, vous serez informé. Et puis, vous pourrez donc vous connecter. Voilà. Donc, c'était le point de ce jour. Je suppose qu'il y a eu des questions. Je vais y répondre. Donc, permettez que je me connecte pour voir donc vos questions. Alors, Monsieur Manet, il demande si un individu lambda qui n'intervient pas dans la réalisation d'un quelconque projet étatique, mais qui a une aspiration et habilité à demander le PND de l'État. Oui, en général, le PND même, il est très souvent sur les sites des gouvernements. Hein. Ce ne sont pas des documents de source noire ou bien de source grise, c'est des sources blanches. C'est des choses que vous trouvez même sur le site internet. D'accord? Sinon, à défaut, vous pouvez les trouver si pour votre pays, vous ne les avez pas sur le site du gouvernement. Ce sont des choses que vous pouvez demander au ministère du Plan. En général, ce sont les ministères chargés de la planification et du développement. On les appelle ministère du Plan et du Développement. Il y en a dans tous les pays.
Donc vous pourrez avoir dans le PND auprès de l'administration, de cette administration, enfin de ce ministère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bonjour à tous. 5 sur 5. Ah, ok, aujourd'hui, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Hein. Donc, merci à ceux qui me disent merci aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a peu de questions, sauf si je ne me suis pas retrouvé. Mais sinon, donc il y a la question de M. Manet. Et puis, alors, M. Yagildas, il dit pour les financements Banque mondiale que représente le TTL. Alors, le TTL, c'est Tax Team Leader. Avant, ils avaient un autre nom. Je sais quoi là? Tax Team Leader, ça c'est le TTL. Tax Team Leader, c'est-à-dire c'est le chef d'équipe. Alors, quand il y a un projet de développement qui est depuis le stade de préparation d'ailleurs, lorsque la Banque mondiale est saisie par le gouvernement en vue de préparer ensemble un projet pour lequel le gouvernement va solliciter le financement de la Banque mondiale mobilise donc ses équipes. Dans ces équipes, vous avez souvent des consultants qui prennent, parce que des fois vous avez le personnel même de la banque, mais il y a toujours un chef de file. Ok? Donc au niveau de la préparation, il y a un chef d'équipe qui est le TTL de la préparation. Quand le projet est approuvé au board de la banque, et puis donc l'accord est signé, déjà on désigne un TTL. Donc si vous voulez un chef de file, un chef d'équipe côté de la banque qui va suivre maintenant l'exécution. Et c'est ce TTL là, qui peut être une femme comme un homme, qui est le répondant direct du coordonnateur du projet. Donc du côté gouvernement, vous avez l'unité de coordination avec le coordonnateur, qui est le chef de file. Du côté bailleur, vous avez donc aussi toute une équipe, mais ce n'est pas des équipes ad hoc. Hein. Voilà, eux là-bas, je dirais que c'est plutôt style matriciel. Donc vous avez un qui est le TTL, mais lui il travaille avec différents spécialistes. Donc, tout ce qui est document, tout ce qui est demande d'anneau, quand vous envoyez au bailleur, pour le cas de la Banque mondiale, même de l'AFD, en principe, c'est à ce répondant que vous envoyez. Voilà, vous n'avez pas le droit d'envoyer aux autres spécialistes. Maintenant, quand après les relations professionnelles sont assez fluides, bien sûr, bon, il y a des choses qui sont permises. Sinon, le principe, le coordonnateur envoie au TTL. Maintenant, le TTL, bien sûr, son domaine, il n'est pas spécialisé dans tous les domaines. Donc, si un dossier porte sur la préparation du marché, c'est lui qui va transférer au spécialiste préparation du marché de la Banque mondiale, qui va donner son avis, envoyer au TTL avant que le TTL lui réponde. Si ça porte sur la gestion financière, le TTL va amener au spécialiste de la Banque mondiale en matière de gestion financière, qui va faire ses inputs, qui va dire go ou no go, donc avance ou bien n'avance pas, donne l'anneau ou bien c'est pas la peine, et puis maintenant le TTL il répond. Donc le TTL c'est le répondant de, si vous voulez, c'est le chargé de projet, le chef de projet du côté bailleur. Voilà. Au niveau de la BAD, c'est la même chose, il y a toujours un TTL. Au niveau de l'AFD, il y a aussi toujours un TTL, mais souvent il appelle chargé de mission. Chargé de mission, je crois une fois j'avais eu affaire, mais lui on l'appelait chargé de projet. Mais actuellement par exemple, on a affaire, nous, à une chargée de mission. Maintenant, donc il y a toute une équipe qui a son équipe. Voilà, donc c'est ça le TTL. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que non, mais sinon je fais un dernier tour. Sinon, s'il n'y en a pas, ben, c'est fait un plaisir. Alors, M. Fungbe, il voulait savoir pourquoi bon nombre de projets sont souvent rejetés, voire même abandonnés par la population cible, tout en se basant sur le côté financier. Alors, je ne comprends pas bien. Pourquoi bon nombre de projets sont rejetés et même abandonnés par la population, tout en se basant sur le côté financier? J'essaie de comprendre. Peut-être qu'il veut dire la population s'attendait peut-être à cause des problèmes financiers, la population ne s'intéresse pas au projet. C'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions au niveau de la population sur les retombées, sur ce que la population va recevoir en termes d'argent. Mais vous allez voir quand je vais vous expliquer pendant le webinaire, pour moi, il est bon que la bonne information circule. Quand la bonne information ne circule pas, ce sont les rumeurs qui règnent.
et les rumeurs sont créées par des gens souvent qui ne comprennent rien ou qui ont envie de nuire. Et donc, si la population cible n'a pas la bonne information, bien sûr, la rumeur devient pour elle la vraie information. Et donc, il faut que vous avez des projets, il n'est prévu nulle part qu'on donne de l'argent aux gens, mais la rumeur fait croire que, bon, tel bailleur a donné tel temps, c'est pour donner de l'argent aux populations. Mais pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas donné la bonne information. Donc, il y a quelqu'un là-bas, soit qui ne comprend rien, ou bien qui veut se faire passer pour un sachant, qui vient donner la rumeur, qui n'est pas la bonne information. C'est pour ça qu'il est vraiment important, vous allez voir, je vais vous expliquer, que dès le début, votre population cible, quand les populations cibles, c'est-à-dire ceux à qui le projet va bénéficier. Je ne parle pas de la population générale. Même la population générale doit avoir accès à un certain niveau d'information. Mais vous devez vous concentrer sur votre population cible. Je prends un exemple simple. Si votre projet est dans le domaine des producteurs d'EVA, ça veut dire que les producteurs d'EVA, ils doivent avoir l'information. À côté de ça, bon, nous, on n'est pas producteurs d'EVA, on peut avoir des prix d'information, mais à la limite, tu ne paies pas ton temps sur ce n'est pas ta population cible. Mais c'est pour les producteurs d'EVA, mais il faut que ceux-là, ils sachent ce que le projet va leur apporter, ok? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir concrètement? Donc, s'il n'y a pas cette information, il est clair que bon, chacun va s'inventer, n'est-ce pas, va se faire des idées. Et puis, par exemple, si vous venez chaque fois à la télé ou bien dans les journaux pour dire, ok, tel bailleur a donné 50 milliards pour les producteurs de VA, mais tu ne nous expliques pas qu'en réalité, avec ces milliards-là, on va acheter par exemple comment vous appelez ça, des pépinières, on va faire ceci, on va acheter des tracteurs. Mais si tu n'expliques pas, ils vont croire que tu vas venir leur donner de l'argent pour développer les plantations. Ok? Donc souvent, c'est ce qui fait que quand il n'y a pas la bonne information, M. Fungbe, Bamba, quand il n'y a pas la bonne information, ben, comme je l'ai dit, ce sont les rumeurs. Alors la date pour le webinaire, c'est le 10 mars. Le 10 mars à 16h. Hein, donc M. Louis Ford, Macédoine. Hein, la date du webinaire, c'est le 10 mars à 16h. GMT. Blandine, juste pour un rappel, l'expert en suivi-évaluation n'est pas encore intervenu. Oui, ne vous en faites pas. L'expert en suivi-évaluation, celui que je veux là, c'est un gros calibre, je l'ai même eu aujourd'hui. Donc on va se mettre d'accord pour que peut-être la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il va intervenir. Il est très bon. Mais je ne vous dis pas son nom pour l'instant. Donc on va faire la même chose comme on l'a fait pour la gestion financière. Il y aura suivi-évaluation, il y aura communication, on a déjà fait comptable, il y aura spécial sauvegarde environnementale, en tout cas tous les métiers d'Amoura. Même un coordonnateur, je vais prendre un coordonnateur pour venir vous expliquer. Je vais prendre un coordonnateur de portefeuille, parce qu'il y a des coordonnateurs projet, il y a des coordonnateurs portefeuille. Coordonnateur portefeuille pour vous expliquer. Je vais prendre TTL du côté bailleur, ils vont venir vous expliquer. Le but, c'est que vous sachiez comment les choses se passent. Ok? Voilà. Donc ne vous en faites pas, Blandine, ne t'en fais pas. L'expérience sur évaluation. Tu es intéressé par ce métier-là? Hein, tu es expert en suivi-évaluation, ben c'est une bonne chose. Hein. En toi, c'est des experts qui sont incontournables sur les projets. Bon, Manuel Le Frangin, c'est vrai, il rappelle qu'on n'a pas encore fait intervenir le soin suivi-évaluation. Non, je viens de vous répondre. Ne vous en faites pas, tout le monde va passer, il ne faut pas vous presser. On va étape par étape. Voilà, je pense qu'il n'y a pas, s'il y a d'autres questions, bon, on va répondre à ça la semaine prochaine. Donc le dimanche, je vais vous donner le programme. La semaine prochaine, il serait beaucoup bousculé quand même. J'aurai beaucoup de choses à faire. Mais je vais vous donner le programme de la semaine prochaine. Ceci étant, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que Dieu garde nos différents pays. D'accord? Allez, bye bye. Bonsoir.